Monsieur le marquis Henri-François de Breteuil, merci mille fois de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être ici au château de Breteuil en votre compagnie. Pour commencer, j'aimerais vous lancer un défi, celui de raconter l'histoire du château de Breteuil en moins de 5 minutes. Eh bien, je dirais d'abord que c'est un château de famille, puisque depuis sa construction en 1604, les Breteuil ont toujours habité ici, et ils ont essayé de d'embellir ce château au mieux. Et c'est le premier peut-être résumé. Le second, c'est que ce château permet d'évoquer certains de mes ancêtres qui ont été très proches des rois de France, soit ambassadeurs, soit ministres, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est un château très original. Et puis, c'est un château plein de charme, dans la mesure où les pièces sont relativement petites et elles donnent une allure très particulière à ce château de famille. Merci Monsieur de Breteuil pour cette rapide présentation du château de Breteuil. On va pouvoir aller un peu plus loin maintenant, si vous le voulez bien. Le château de Breteuil est ouvert à la visite depuis très longtemps. Depuis quand d'ailleurs? Nous avons ouvert le château, mon épouse Séverine et moi, en 1969. Donc ça fait exactement 50 ans que le château est ouvert. C'est vrai, quand j'en ai hérité en quelque sorte, le château était en très mauvais état. Il y avait notamment un redoutable champignon qui s'était mis dans les parquets, dans les boiseries. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'électricité. Les jardins étaient une brousse épouvantable. Donc on est vraiment parti de zéro. Et petit à petit, grâce aux visiteurs, qui viennent nombreux, nous avons pu le restaurer et lui redonner vie. Merci Monsieur de Breteuil. Justement, par rapport aux visiteurs, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qu'un visiteur découvre lorsqu'il pénètre à l'intérieur du château dans le cadre d'une visite? Si vous pouviez nous faire le parcours d'un visiteur au château de Breteuil. Eh bien, le visiteur va d'abord certainement voir les jardins au début, qui sont proches de l'entrée, qui sont des jardins à la française, dus à un excellent jardinier paysagiste qui s'appelait Duchesne. Et puis petit à petit, il va rentrer dans le château, et dans le château, il va retrouver l'histoire d'une famille qui est liée à l'histoire de la France, ce qui fait qu'il va retrouver toute une série d'époques, je dirais à partir de Louis XIV. Ce château, c'est comme un scénario en fait. C'est-à-dire qu'on va suivre des membres de la famille et bien sûr des rois de France à partir de Louis XIV, puis de Louis XV, puis de Louis XVI, puis le pauvre Louis XVII, puis Louis XVIII, et on termine pratiquement avec l'époque actuelle et notamment la Troisième République. Donc c'est vraiment un château riche d'histoire, mais chaque fois cette histoire est illustrée par des objets, par des tableaux, par toutes sortes de manières d'évoquer l'histoire. Très bien. Et quelle est la première pièce que le visiteur découvre lorsqu'il pénètre dans le château? Alors la première pièce, on l'appelle la Grande Galerie. C'est une pièce, c'est la plus grande d'abord, où nous avons regroupé des tableaux royaux, notamment un tableau exceptionnel du roi Louis XVI, qui est un cadeau du roi à mon ancêtre Louis-Auguste de Breteuil, qui a été ministre de Louis XVI et s'est beaucoup occupé également en tant que ministre de la Maison du Roi de Paris, ayant fait beaucoup de travaux et dirigé beaucoup de travaux dans la capitale. Et il y a aussi Louis XVIII, bien sûr, dont nous parlions à l'instant. Et puis il y a même des personnages de la cour d'Angleterre au moment où Jacques II a perdu le pouvoir. Et à ce moment-là, toute une série d'hommes de la cour d'Angleterre ont épousé des Breteuil. Donc il y a un lien entre l'Angleterre et le château. Très bien, intéressant. Et ensuite, lorsqu'on progresse dans le château, quelle pièce découvre-t-on? Alors on va suivre justement, comme je disais, comme dans un scénario, c'est-à-dire d'abord on va retrouver le roi
Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, le cardinal de Rohan et le baron de Breteuil. À ce moment-là, on arrête ce méchant individu qu'on appelait le cardinal de Rohan, parce que vraiment il a beaucoup démoli la monarchie dans cette affaire du collier de la reine qui est bien connue. Après on continue et on va retrouver les souvenirs de la Révolution, puis Louis XVIII, tout ça très progressivement. Ensuite l'entente cordiale avec mon grand-père Gambetta et le prince de Galles. Dans le fumoir. Dans le fumoir. Et ensuite, alors, on va s'évader un petit peu du côté de la littérature avec Marcel Proust, qui a décrit mon grand-père sous le nom de marquis de Bréauté, avec ensuite la collection égyptienne, les fameux livres de l'Égypte qui ont été donnés à mes aïeux par le roi Charles X, qui n'était pas un bon roi d'ailleurs, mais il a fait un beau cadeau, c'est déjà ça. Et puis après, on arrive dans ce qui était le trésor du château, la fameuse table de Teschen, qui évoque aussi la paix, les relations extérieures, car Louis XVI impose une médiation dans cette guerre entre la Prusse et l'Autriche. Et c'est mon aïeul, Louis-Auguste de Breteuil, qui est désigné comme médiateur, et il va recevoir en cadeau de l'électeur de Saxe cette fameuse table de Neuber, qui était un célèbre facteur de meubles en bijoux finalement. Et puis après, on parlait de personnages de la littérature. On va retrouver Voltaire et Émilie de Breteuil. Émilie, c'est la maîtresse de Voltaire, mais c'est surtout une femme de science remarquable, qui va beaucoup aimer Voltaire et travailler avec lui, et qui est une femme vraiment exceptionnelle. Et c'est là la grande dame du château et de la famille, elle est universellement connue. Et puis on descend par l'escalier, on arrive à la salle à manger, et là on va retrouver un déjeuner, ici organisé en 1905, pour le roi Édouard VII, par mon grand-père, et au cours de ce déjeuner, le roi Édouard VII va dire à M. Delcassé, le ministre des Affaires étrangères, que l'Angleterre sera toujours à côté de la France si jamais l'Allemagne attaque la France au Maroc. Et ensuite, on verra la chapelle du château, une chapelle 1850 à peu près, et puis ensuite les grandes cuisines au sous-sol terminent la visite intérieure. Très bien, merci beaucoup Monsieur de Breteuil pour ce partage. Une question concernant maintenant les deux guerres mondiales et la Révolution. Comment le château de Breteuil a traversé ces périodes tendues de l'histoire de France? Alors on va commencer par la Révolution. La chance a été que les deux enfants, frères et sœurs, qui étaient de Breteuil, donc propriétaires du château, ont bénéficié de la mesure d'un séquestre, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché au château de leur vivant. En revanche, leur mère, Geneviève de Breteuil, a été, elle, à un moment donné en prison, et elle a connu d'ailleurs l'impératrice Joséphine, qui était contemporaine, en prison, et elle, à ce moment-là, elle a été auprès d'un célèbre, mais un horrible docteur très malhonnête, qui s'appelait le docteur Bellhomme. Et Bellhomme s'arrangeait avec Fouquier-Tinville, l'accusateur public, en lui disant: si vous voyez des gens qui sont en bonne santé, vous me les envoyez, comme ça je leur demanderai beaucoup d'argent pour les mettre dans ma pseudo-clinique, et puis quand ils n'auront plus d'argent, je vous les renvoie, on pourra les guillotiner. Donc ça, c'est un petit aspect de la Révolution. En plus, Geneviève, en sortant de prison, est allée vivre dans la petite ferme à côté du château. Là, la Première Guerre mondiale, il ne se passe pas grand-chose, sauf qu'il y a des Breteuils qui vont bien sûr combattre. Mon grand-père est trop vieux, lui il avait combattu au moment de la guerre de 1870, et puis son père à lui était aussi trop vieux. Donc en revanche, mon père à moi, François de Breteuil,
combattra dans la guerre, notamment comme officier de liaison avec la Grande-Bretagne. Et il en sortira d'ailleurs très meurtri, je dirais, parce qu'il y a eu en plus la grippe espagnole, et il en sortira très malade et très contre la guerre. Alors 40, le château est occupé, il est occupé par les Allemands, et la grande chance que l'on a, c'est que dans le salon des 4 saisons, 2 Allemands dormaient dans le lit, et ils n'ont touché à rien. Il y avait plutôt des pancartes qui disaient « Ne touchez pas aux œuvres d'art ». Donc ça a été une grande chance. Ah, oui. On dit que Göring s'intéressait beaucoup à la fameuse table de Teschen qu'on a vue tout à l'heure, mais heureusement le cuisinier du château, un personnage que je juge considérable, avait caché la table et du coup dans la cuisine, et du coup les Allemands ne l'ont jamais trouvé. Mais partout il y avait des pancartes « Ne touchez pas aux œuvres d'art ». Donc les Allemands ont été extrêmement corrects vis-à-vis du château et vis-à-vis des habitants. Alors nous venons d'évoquer l'histoire du château de Breteuil, qui est intimement liée à la vôtre, et j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps justement pour parler de votre histoire, et comment tout cela a commencé pour vous au château de Breteuil, à quelle époque, à quel moment, depuis quand vous êtes propriétaire et comment vous l'êtes devenu. Je crois que c'était autour de l'âge de 16 ans, peut-être même avant. Je dirais même plus jeune. Je crois que la première fois que je me suis intéressé au château, c'est plutôt vers 6 ou 7 ans. Oui. Et à ce moment-là, j'avais rencontré ce merveilleux cuisinier qui s'appelait Lucien Tessier, qui était un homme merveilleux qui avait connu justement tous les rois d'Angleterre, tous les ministres qui étaient venus ici. C'était un vieux monsieur, mais un homme plein d'anecdotes. Et c'est lui qui finalement qui m'a initié au château, plus que mes parents, qui avaient des carrières artistiques, etc., mais qui n'avaient pas cette, cette manière extraordinaire de raconter la vie du château. Et ce qui fait que, déjà à l'âge de 16 ans, par exemple, quand j'ai passé le baccalauréat, j'étais très intéressé par tout ce qu'on pouvait apprendre sur le château. Dès qu'il y avait un livre qui sortait sur un personnage de l'époque, je le regardais, etc. J'étais toujours passionné. Alors le problème, c'est que malheureusement, mon père, qui était un musicien, un homme tout à fait remarquable, mais lui ne s'intéressait pas, il n'aimait pas le château. Il était né donc en 1892, c'était François de Breteuil, et il considérait que, au fond, c'était quelque chose du passé, les châteaux. Finalement, c'était les châteaux de la sécurité sociale, des œuvres enfantines, etc. Et il disait, mais c'est impossible, on ne pourra jamais rien en faire, tu vas bousiller ta vie en ayant château. Et moi, je dis non, je ne suis pas d'accord, moi j'aime ce château, je veux le sauver. Et mon père me disait, mais moi, j'ai 60 ans, tu en as 16, donc pourquoi tu me donnes des leçons comme ça? Je dis, mais oui, parce que moi je considère que vous êtes un dépositaire du château, mais pas du tout un propriétaire, comme moi je le serai un jour. Alors finalement, les choses se sont bien arrangées, mais il y a quand même un problème. À un moment donné, mon père a mis le château en vente, et j'ai été complètement catastrophé. Il y a eu 2 promesses de vente, et si on a pu sauver le château à l'époque, bien là j'avais 18-20 ans, c'était grâce à André Malraux, parce que le projet des promoteurs était absolument abominable. Il s'agissait de faire un hôtel de 400 chambres, des cours de tennis sur herbe, des nightclubs, etc. Et on a rencontré André Malraux, et qui nous a classé tout le parc, tous les jardins, ce qui fait que le projet devenait impossible. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer ce château. Et mon père finalement était content de voir qu'on l'avait récupéré. Il faut dire que le château était dans un état terrible. Il n'y avait plus de parquet. Mais c'était passionnant. Je dis toujours, c'est mes souvenirs d'anciens combattants, quelque part.
Donc voilà un peu l'histoire récente. Alors tout ça s'est poursuivi tranquillement, c'est-à-dire chaque année des travaux nouveaux, des animations nouvelles, l'arrivée des personnages de cire, évoquant l'histoire, l'arrivée des contes de Perrault, l'embellissement des jardins, enfin, l'orangerie, le colombier, enfin, toutes ces choses merveilleuses que j'adorais. C'est vrai que j'adorais ce lieu. Je me suis marié avec une femme qui elle-même aimait beaucoup le château, qui avait fait sa thèse en histoire de l'art sur le château, qui s'appelait Séverine de Cazes. Et comme je dis souvent, dans les châteaux, le rôle des femmes est fondamental. C'est pas que notre rôle ne soit pas important, mais elle voit justement tout le détail et tout. Et nous voyons justement plutôt les grands projets. Et ça, on peut parler à ce propos justement des projets. Le projet de ce château, bien sûr, c'est de continuer. J'ai 3 enfants, un fils et 2 filles. Donc il faut d'abord, bien sûr, continuer. Cette année est une année très difficile, parce qu'on avait beaucoup d'enfants qui venaient ici. C'est le château qui avait le plus d'enfants. Nous en avions 69 000 l'année dernière. Et cette année, à cause du virus, on n'en a plus que 1000. Donc on est dans une situation très difficile. Mais je dois dire, ayant vécu cette situation des années 60-62, je me dis qu'on va quand même s'en sortir parce que j'ai vécu pire. Donc voilà, alors les projets, c'est toujours d'abord créer des événements, on appelle l'animation. Par exemple, ce dimanche, il y aura un bal en costume Napoléon III en l'honneur de mon aïeul qui est derrière moi, qui était Mademoiselle Fould, qui avait épousé un Breteuil qui est juste là. Ma grand-mère était américaine, elle est là. Là, c'était un plus de tous les ancêtres du 19e siècle dans ce salon. Et puis le projet, bien sûr, c'est d'essayer de toujours faire mieux. Pour les fêtes, notamment, on fait toujours quelque chose de spécial pour Noël, pour toutes les vacances scolaires, Noël, la Toussaint, Pâques, l'été, pour se renouveler. Au fond, c'est ça. On trouve qu'on est on est déjà très renouvelé, mais on trouve qu'il faut toujours se renouveler plus. Et vos idées, chers amis, nous seront précieuses. Les personnes qui connaissent le patrimoine comme vous peuvent très bien avoir, et c'est moi qui vais tout à l'heure vous interviewer, vous pouvez nous donner plein par votre vision des choses, le fait que vous connaissez très bien le patrimoine, vous pouvez aussi nous donner des avis, et c'est toujours très précieux. Avec grand plaisir. Peut-être, j'ai envie de vous demander si vous aviez une anecdote amusante à partager avec notre audience qui nous regarde. Est-ce que vous avez une petite anecdote à laquelle vous pensez comme ça? Oui, des paroles d'enfants, c'est toujours assez amusant. On a des ancêtres qui ont obtenu ce qu'on appelle la décoration du Saint-Esprit, qui est bleu et avec un insigne. Et souvent, d'ailleurs, les petits garçons m'ont dit « Pourquoi tu as mis à ton ancêtre un insigne de cow-boy ?» Parce que ça ressemble à un insigne de cow-boy. Ça, c'est une chose. Et puis oui, une jolie histoire, je trouve, une jolie réflexion. C'est une réflexion du roi Louis XIII et du bébé Louis XIV. Le roi Louis XIII emmène le tout jeune Louis XIV, qui a 5 ans, voir son premier château à Versailles. Et alors le roi Louis XIII dit au petit Louis XIV, « Alors, mon cher dauphin, que pensez-vous de mon nouveau château ?» Et à ce moment-là, Louis XIV va répondre, « Oh, mais je le trouve bien trop petit. » Et ceci préjuge justement du Grand Versailles. Et ce qui est intéressant, c'est quand Louis XIV est en train de mourir, le petit dauphin Louis XV revient le voir, et à ce moment-là, il dit au petit Louis XV, « Soyez prudent, ne faites pas trop de travaux et pas trop de guerre. » Voilà, donc ça montre que entre 5 ans et 75 ans, et Louis XIV avait aussi évolué. J'en veux un peu à Louis XIV, je dirais, parce qu'il a révoqué l'édit de Nantes,
pour l'édit de Fontainebleau, qui était terrible pour les protestants, qui ont été matraqués et obligés de devenir catholiques, c'était affreux. Et il a envoyé des hommes de guerre, etc. Donc là, j'aime pas beaucoup Louis XIV là-dessus. Mais c'est vrai que mes anecdotes sont plutôt un peu historiques. J'en racontais une autre sur le tsar de Russie. Alors Pierre le Grand arrive à la cour à Versailles, le petit Louis XV est nouvellement le roi, et il le prend dans les bras, il le met tout au-dessus de lui, il mesurait 2 mètres. Et tous les gens de la cour sont terrorisés en disant il va faire tomber le roi, c'est épouvantable. Et puis il y a une autre histoire sur Pierre le Grand. Quand il vient à Paris, il veut voir Madame de Maintenon, qui avait 2 ans de plus que Louis XIV. Madame de Maintenon dit non, je ne veux pas voir cet homme, c'est un sauvage. Ces gens de Russie, c'est des sauvages, donc je n'en veux pas, etc. Et puis alors finalement, il va y aller, elle est à Saint-Cyr, il vient dans sa chambre, il écarte le baldaquin, il voit cette vieille femme, il referme le baldaquin et il s'en va. Et la pauvre Madame de Maintenon a été complètement saisie de voir cela. Et ça, des anecdotes sur l'histoire, il y en a beaucoup. Oui, il y a une toute petite histoire. Quand Louis XV va se marier, croit-on, on fait venir une princesse espagnole qui a 3 ans. Aberrant. Alors là-dessus, finalement, au bout d'un certain temps, on renvoie à Madrid la petite princesse. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant, etc. Et à ce moment-là, mon ancêtre, qui est auprès du roi, conseiller et membre du conseil du roi, trouve une idée géniale que dans un coin d'Alsace, ça ne doit pas être très loin du Luxembourg d'ailleurs, dans un coin d'Alsace, donc qui est en France maintenant, mais qui était en Saint-Empire avant, il y a un ancien roi de Pologne, qui s'appelle Stanislas Leczinski, qui a une fille. Alors ils vont aller voir, d'abord on envoie le portrait, et elle n'est pas trop moche, donc ça va. Ensuite, on envoie un ambassadeur, la petite Marie Leczinska est complètement dans la joie, elle s'évanouit d'ailleurs de joie, le plus grand roi du monde qui va l'épouser. Et puis, finalement, donc, elle épouse Louis XV, et elle aura 10 enfants avec lui, elle aura 8 enfants qui sont des filles, et 2 enfants qui sont des garçons. Et elle a une phrase très célèbre, qu'elle a dit souvent, qui était « Moi, toujours couché, moi, toujours accouché ». Et du coup, au bout d'un certain temps, elle en a assez que Louis XV vienne dans sa chambre, elle va fermer la chambre à clé. Voilà, alors moi j'aime bien les anecdotes un peu historiques comme ça. Oui, c'est marrant. Et puis c'est tellement lié à l'histoire, oui, c'est ça. Mais c'est finalement plus drôle que des paroles qu'on pourrait en trouver dans les personnages contemporains, mais bon, ça m'amuse plus de... Je comprends. Avec Lucien Tessier, vraiment, c'est lui qui m'a... Là, c'est un homme exceptionnel. C'est lui qui m'a initié au château, parce qu'à l'époque, les parents, les grands-parents, les châteaux, ça ne les excitait pas. Les meubles, les tableaux, on avait ça chez soi, mais on ne faisait pas d'attention à ça. Faire attention, c'était presque être vulgaire, en quelque sorte. Si vous dites, regardez ma table, jamais les gens faisaient comme ça. Tout allait de soi. Et puis, Lucien Tessier est le premier qui m'a dit, mais non, tout ne va pas de soi, regardez ce qu'on a donné à votre ancêtre, comme la table, la guerre de Bavière. C'est lui qui m'a initié, tout en parlant aussi des recettes de cuisine qu'il servait au roi d'Angleterre à Bretagne. Merci beaucoup. Et est-ce que vous, de la même façon, vous avez initié vos enfants ou d'autres à ça et sensibilisé? Est-ce que ça a fonctionné, on va dire? Alors, j'ai 2 filles et un garçon. Je pense que mon fils, qui travaille dans la banque maintenant, on l'a pas mal initié. Il a même fait des visites quand il était assez jeune, d'ailleurs, assez petit. Mes filles en ont fait un petit peu, mais c'était moins leur truc. Hein. Elles aimaient bien le lieu, mais plutôt pour jouer avec des jeunes amis, etc. Et François, lui,
c'est beaucoup. C'est vrai, enfin, il sait pas mal maintenant, peut-être moins, parce que dans la banque, il travaille quand même énormément. C'est sûr. Donc, il a moins le temps, etc. Mais il est toujours là pour nous conseiller, et ça, c'est très merveilleux. C'est-à-dire, on le voit une fois par mois, mais c'est sur des choses vraiment très importantes, et qu'il est beaucoup plus à même de résoudre que moi. Moi, je suis juriste de formation, j'ai fait des études de sciences politiques, j'étais aux États-Unis, dans une université, mais je n'ai pas la même connaissance que lui, je dirais, sur le chômage, sur des choses comme ça. Donc, et sur Breteuil, non, il connaît bien, mais il connaît peut-être pas autant que moi les ancêtres, mais il a 3 enfants, et tous les 3 ont fait un stage ici et ont appris à faire la visite. Donc ça montre qu'ils avaient un certain intérêt. C'est sûr. Très très bien, parfait. Ben, c'est vous qui êtes parfait. Moi je ne sais rien du tout. Monsieur le marquis de Breteuil, est-ce que vous pourriez, pour conclure, nous dire un dernier mot, peut-être, sur le château? Vous êtes libre, nous dire un dernier mot. Eh bien, je dirais tout simplement que le château de Breteuil, c'est un château pour tous, dans la mesure où rien n'est interdit ici, et que d'autre part, je considère que nous sommes un peu copropriétaires avec tous les visiteurs qui viennent nous voir et qui se sentent chez eux à Breteuil. Merci 1000 fois, une fois encore. Merci à vous. Et merci à vous. C'est vous le génie. C'est vous le génie.